Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière qui va retracer l'histoire d'un bateau de légende, premier et seul double vainqueur du Vendée Globe à l'heure où je vous parle, PRB3. De sa conception à sa bien triste fin de vie, en passant bien évidemment par ses exploits ou encore ses changements de sponsor, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram, lien comme d'habitude en description bien sûr. A noter d'ailleurs que j'ai ouvert un compte TikTok pour les personnes intéressées, le lien est également dans la description. Allez, c'est parti, on y va pour la vidéo! « 1999 ». Après le désastre du Vendée Globe 1996 et alors que l'édition 2000 se profile, les instances n'ont qu'un seul but, éviter qu'une telle déconvenue se reproduise. Pour ce faire, l'IMOCA, association régissant la classe des monocoques de 60 pieds, durcit les règles de sécurité et impose des bateaux plus stables et sécurisés que ceux ayant pris le départ des 3 précédentes éditions. Deux parties demeurent. Ceux qui, malgré les déboires de la précédente édition, décident de construire léger, avec une quille fixe, d'importants ballasts ainsi qu'un mât basculant pour certains, et ceux qui préfèrent tout miser ou presque sur la sécurité avant la compétition, avec une quille basculante, des ballasts plus petits et une construction bien plus lourde. Du côté de l'entreprise vendéenne PRB, qui souhaite construire un nouveau bateau, le troisième du nom depuis 1991, on penche plutôt pour la deuxième option. En effet, et même si elle cherche la performance en enrôlant un nouveau skipper, un certain Michel Desjoyaux, l'entreprise, qui a failli perdre Isabelle Autissier 4 ans plus tôt dans les déferlantes des mers du Sud, souhaite faire passer le traumatisme. Avec mon sponsor PRB un peu traumatisé après avoir failli perdre Isabelle Autissier, il fallait la jouer sécu. L'IMOCA insistait aussi et il y avait eu une prise de conscience collective, confiait Michel Desjoyaux. Néanmoins, et ce même si l'équipe et le sponsor optent pour un bateau lourd avec une quille basculante de 35 degrés, plus sûre et plus souple d'utilisation, le skipper pose ses conditions et souhaite sur son futur navire une fonctionnalité alors inconnue dans le monde de la voile, des safrans relevables et interchangeables. Il fallait des fusibles sur ces appendices pour ne pas risquer l'abandon sur casse. Aujourd'hui, c'est devenu un argument pour la performance, mais ce n'était pas l'enjeu à l'origine, explique-t-il. Innovant malgré sa robustesse, PRB3 a donc un roof plus volumineux et un bien meilleur couple de redressement. Michel Desjoyaux embarquera 11 voiles à bord de son bateau. Conçu par le cabinet d'architecte Finoconc, le bateau est construit au chantier Mac France en Vendée et est mis à l'eau pour la toute première fois en mai 2000 à 6 mois du Vendée Globe. Et c'est décidé, le Vendée Globe 2000 sera sa première course. Incroyable mais vrai, Michel Desjoyaux et son team préfèrent perfectionner le bateau lors de navigations solitaires libres plutôt que lors d'affrontements avec leurs concurrents directs. Ainsi, la ligne de départ de l'Everest des mers se présente comme la toute première que PRB3 coupera. L'absence de course n'empêche pas Michel Desjoyaux d'arriver sur le Vendée Globe 2000 avec l'étiquette de grand favori, avec Yves Parlier et Roland Jourdain. La descente de l'Atlantique est compliquée pour le professeur et son bateau qui accuse un retard assez important sur Yves Parlier et Aquitaine Innovation. Néanmoins, un mauvais choix de route du skipper à qui nous avons dédié la dernière vidéo va permettre à Michel Desjoyaux de reprendre la première place du classement dans l'océan Indien, bientôt suivi par Roland Jourdain. En plus des records de vitesse et de la maîtrise insolente dont le natif de Concarneau fait preuve, malgré quelques avaries et notamment une de moteur qui nous offrira l'une des images de ce Vendée Globe. Système D, ça veut dire Desjoyaux, démerde-toi pour démarrer ton diesel, la concurrence n'est elle non plus pas épargnée par les avaries. Yves Parlier démate, Roland Jourdain subit lui aussi plusieurs avaries
Et Desjoyaux va bientôt pouvoir goûter à une nouvelle bataille, celle avec la jeune anglaise Ellen MacArthur. Son avance de plus de 600 000 au Cap Horn fond comme neige au soleil et Kingfisher revient dangereusement dans le sillage de PRB. La lutte est âpre et Ellen va même prendre la tête de la course pour quelques jours. Néanmoins, au bout de ce mano à mano, c'est bien Michel Desjoyaux qui voit le premier la lumière des Sables d'Olonne après 93 jours, 3 heures et 57 minutes de course, soit, tenez-vous bien, 12 jours de moins que le record établi par Christophe Auguin en 1996. La victoire du professeur est éclatante, il devient le premier solitaire à boucler un tour du monde en moins de 100 jours. Tout simplement monstrueux. Le team PRB a réussi son pari et le bateau vieux d'à peine 10 mois remporte sa première course, le Vendée Globe. C'est le premier remporté par l'entreprise vendéenne, sponsor désormais historique de la course. Une vraie prouesse alors que ce bateau a été construit sur un modèle plus ancien et avec comme objectif la sécurité du skipper avant tout, y compris la performance. Néanmoins, en cette même année 2001, le team PRB doit faire face à un problème de taille. En effet, ayant des envies d'ailleurs et de nouveaux challenges suite à sa probante victoire sur le Vendée Globe, Michel Desjoyaux quitte l'équipe et signe un contrat de 5 ans avec la chaîne de supermarchés Géant qui lui offre un trimaran Orma flambant neuf. Suite à ce départ plutôt inattendu, et en attendant de trouver son nouveau skipper, l'entreprise décide de louer PRB3 à Jean-Pierre Dick, sans outil de travail durant la construction du premier Virbac Paprec. Avec, l'Azuréen remporte le Tour de France à la voile en 2001, la Giraglia Rolex Cup en 2002 et prend part à 2 grands prix. La location est stoppée fin mars 2003 avec la sortie des chantiers du navire de JP. PRB récupère donc le bateau, mais doit trouver un nouveau marin pour le mener, et après mûre réflexion, fait part de sa décision. C'est Vincent Rioux, préparateur du bateau lors de la victoire sur le Vendée Globe 2000, qui en prendra les commandes. Il remporte avec la Calais Round Britain Race et la Fastnet Race en 2003, avant de terminer à une très honorable 4ème place sur la Transat Jacques Vabre avec Jérémy Bayou pour sa première transatlantique. Il termine également 2ème du défi Atlantique, autre transatlantique entre Salvador de Bahia et La Rochelle. Ayant l'avantage évidemment de bien connaître le bateau, son outil de travail depuis 2000, Vincent Rioux prend confiance au fil des courses et termine sa préparation en 2004 par des navigations solitaires, le team ayant fait le même pari qu'en 2000, pas de course entre la fin d'année 2023 et le départ du Vendée Globe 2004. Ainsi, le bateau est en parfait état et son skipper en pleine confiance quand PRB3, pour la seconde édition consécutive, se présente sur la ligne de départ aux Sables d'Olonne. Le tenant du titre aura fort à faire sur ce 5ème Vendée Globe, qui paraît plus homogène et plus relevé que celui disputé par Michel Desjoyaux. Au rang des favoris, en plus évidemment de son meilleur ennemi Jean Le Cam, on peut ajouter aussi Jean-Pierre Dick, Mike Golding, Marc Tiercelin, l'éternel Roland Jourdain et dans une moindre mesure, les petits nouveaux Sébastien Josse et Alex Thompson. 300 000 personnes sont présentes au Sable pour cet événement tant attendu. Le coup de canon est donné le dimanche 7 novembre 2004. Aidé par une météo clémente dans le golfe de Gascogne, ce qui est assez rare pour être souligné, les skippers dévalent la pente de l'Atlantique Nord. Un groupe de tête se dessine déjà et Vincent Rioux y figure, avec Jean Le Cam et Mike Golding. L'archipel des Canaries est doublé en 4 jours et après 6000 milles de course, PRB3 et Bonduel naviguent à vue. C'est pour l'instant le bateau jaune et vert qui est leader, même si c'est ici que Vincent Rioux se fera appeler pour la première fois Vincent le Terrible. Les 2 bateaux ont pris 300 000 d'avance sur Roland Jourdain et Sébastien Josse, alors que c'était trop beau pour être vrai, les pépins arrivent après le passage du cap de Bonne-Espérance pour les premiers poursuivants du duo infernal. Bout dehors brisé net pour Sébastien Josse, ce qui ralentit sa vitesse, menace de perte de quille pour Roland Jourdain qui se déroute et abandonne en Tasmanie, abandon de Marc Tiercelin en Nouvelle-Zélande, trou dans le pont du navire d'Alex Thompson, c'est l'hécatombe.
Néanmoins, comme si de rien n'était, le duel Ryu-Le Cam continue de faire rage, et au passage du Cap Horn, c'est bien Jean Le Cam qui mène toujours. Mais la remontée de l'Atlantique Sud va tout bouleverser. À cause d'un mauvais choix météo, Jean Le Cam s'empêtre dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, ce qui permet à Vincent Rioux de reprendre les commandes de la course. Cela profite aussi à Mike Golding, qui revient dans le match pour la victoire finale. Alors que celui-ci perd sa quille, le monde de la voile pourrait assister à un ultime rebondissement dans le duel de haut de classement. Vincent Rioux étant obligé de prendre une route très nord avant de redescendre vers les sables, Jean Le Cam pourrait l'emporter sur le fil s'il va plus vite, lui qui a une trajectoire beaucoup plus directe. Néanmoins, Vincent Rioux, convaincu de son choix, reste serein. « Je ne suis pas inquiet, je fais ma route météo, même si je sais que celle-ci n'est pas la plus courte », explique-t-il très calmement. Néanmoins, il n'y aura pas de rebondissement, et le 2 février 2005, après 87 jours, 10 heures et 45 minutes d'une bataille haletante, incessante et intense avec bon duel, PRB3 remporte pour la seconde fois consécutive le Vendée Globe. Vincent Rioux établit un nouveau temps de référence en battant de près de 6 jours le record établi par son prédécesseur Michel Desjoyaux en 2000. Jean-Jacques Laurent, PDG de PRB, peut être heureux. Le choix de construire un bateau de ce type était le bon, en voici une nouvelle fois la preuve. PRB3 devient le premier et toujours aujourd'hui seul navire à remporter 2 fois le Vendée Globe. De quoi attirer les acheteurs. En effet, pour préparer le Vendée Globe 2008 sur lequel Vincent Rioux défendra son titre, l'entreprise vendéenne envisage la conception d'un nouveau bateau qui devrait être lancé en 2006. Ainsi, le bateau est mis en vente par l'entreprise et racheté en 2005 par la marque de vêtements Roxy, qui confie le bateau à sa skippeuse Anne Liardet, récente 11e du Vendée Globe 2004 et 3e femme à boucler le Vendée Globe. La skipper française, jusque-là naviguant sur l'ancien Fleury-Michon 10 de Philippe Poupon, avec lequel elle est allée chercher cette 11e place sur le Vendée Globe 2004, prend donc le contrôle du double tenant du titre et sa première course à bord de Roxy 2 sera la Fastnet Race qui a lieu au mois d'août 2005. Pour la première fois, les skippers frottent son bateau aux autres concurrents, même si forcément, il n'est plus le plus puissant de la flotte des IMOCA. Néanmoins, Anne Liardet s'en sort très bien et termine cette Fastnet Race à la 8ème place en 4 jours, 3 heures, 51 minutes et 2 secondes avec un peu plus de 20 heures de retard sur le premier, Jean-Pierre Dick, skipper de Virbac-Paprec. En fin d'année 2005, Anne Liardet s'aligne au départ de la Transat Jacques Vabre. La skipper française est accompagnée de la britannique Miranda Merron et le duo mène parfaitement sa course, mesurant aussi le bateau aux autres navires de la classe IMOCA. Prenant beaucoup de plaisir à le mener durant cette transatlantique, le seul duo 100% féminin de cette course boucle son parcours en 16 jours, 7 heures et 17 minutes à une très honorable 8ème place, course que Jean-Pierre Dick et Loïc Perron remportent de nouveau sur Virbac-Paprec. La très belle carrière d'Anne Liardet en IMOCA prendra fin au bout de la saison 2006, avec comme dernière course la Route du Rhum. Celle-ci voit l'arrivée de plusieurs nouveaux bateaux qui disputent leur première course, construits en vue du prochain Vendée Globe, comme Temenos 2, barré par le Suisse Dominique Vavre, Maisonneuve, région Basse-Normandie, menée par Jean-Baptiste Degentil, Delta d'Or, barré par Jérémy Bayou, ou encore PRB4. Et oui, le nouveau bateau de Vincent Rioux est sorti des chantiers. Parmi ces navires tout neufs, un seul se classera au-dessus d'Anne Liardet, celui de Dominique Vavre. Roxy boucle la course en 17 jours, 0 heures, 52 minutes et 44 secondes à une nouvelle 8ème place, alors que c'est Roland Jourdain qui la remporte. De quoi terminer de très belle manière son aventure sur le circuit. Anne Liardet partie, Roxy ne souhaite pas arrêter son activité dans la voile pour autant, et se met activement à la recherche d'un nouveau skipper, ou plutôt d'une nouvelle skipper.
En effet, la marque de vêtements souhaite poursuivre sur la voie de l'inclusion et parvient à faire venir une skipper évoluant alors en Mini 650 et en Figaro et ayant participé à une tentative de trophée Jules Verne avortée en 1997, une certaine Samantha Davis. Alors âgée de 32 ans, la skipper britannique, joviale et énergique, signe un contrat la liant à son sponsor jusqu'en 2009 avec en point d'orgue le Vendée Globe 2008 auquel elle prendra part. Elle prendra part à sa première course en fin d'année 2007, la Transat Jacques Vabre, qu'elle court en double avec la française Jeanne Grégoire, sa partenaire ces dernières années lors de son expérience en Figaro sur les courses en double. Avec un bateau cette fois bien plus grand, le duo, se connaissant très bien, termine la course en 10e position. C'est le duo de Foncia, composé de Michel Desjoyaux et d'Emmanuel Le Borgne, qui remporte la course. Celle qui se fera bientôt appeler Sam enchaîne avec la Transat B2B, l'ancêtre du retour à la base, qu'elle boucle en 7ème position, au terme de 17 jours, 17 heures, 38 minutes et 46 secondes de course, alors que celle-ci est remportée par Loïc Perron. Au printemps 2008, Sam participe à la Transat anglaise, qui part de Plymouth en direction de Boston. À 5 mois du Vendée Globe, la skipper britannique peut ainsi une dernière fois confronter son bateau aux toutes nouvelles machines de la classe IMOCA, qui ont dicté leur loi sur l'année 2007 avec les grosses performances de Foncia, le bateau de Michel Desjoyaux, et de Gitana Haiti, celui de Loïc Perron. Néanmoins, la course est plus engagée que prévu. Desjoyaux, Rioux et Sébastien Josse abandonnent et Roxy déjoue tous les pronostics, se classant 5ème au bout d'une superbe course. 3 jours séparent Loïc Perron, vainqueur, de Samantha Davis qui en termine avec sa course en 15 jours, 10 heures, 0 minutes et 51 secondes. De quoi clore sa préparation pour le Vendée Globe 2008 de très belle manière. Le dimanche 9 novembre 2008, Roxy est sur la ligne de départ du Vendée Globe en compagnie de 29 autres bateaux. C'est la première fois que l'édition de l'Everest des mers accueille autant de participants. Le départ est donné à 13h02 et dès le début, la flotte est nettoyée par une mer hachée et des rafales à plus de 40 nœuds dans le golfe de Gascogne. C'est l'hécatombe. 3 marins reviennent au port, dont Dominique Vavre et Michel Desjoyaux, qui font partie des favoris, et 4 bateaux abandonnent en une trentaine d'heures, dont 3 sur dématage. Sam, elle, résiste et poursuit sa course, en retrait derrière le groupe de tête composé de Loïc Perron, Sébastien Josse, Jean-Pierre Dick, Armel Lecléache, Vincent Rioux et Yann Eliès. Dans le même temps, l'insatiable Michel Desjoyaux, reparti des sables avec 41 heures de retard sur les premiers, fond sur la flotte et reprend en quelques jours toutes ses chances de victoire. Les abandons des leaders dans l'Indien pour Loïc Perron, puis dans le Pacifique pour Sébastien Josse et Jean-Pierre Dick ouvrent un boulevard que le professeur ne va pas manquer d'emprunter. Incroyable mais vrai, il prend les commandes de la course. Néanmoins, un événement mettant la compétition de côté survient le 18 décembre. Dans des conditions terribles, Yann Eliès, le skipper de Generali, se brise le fémur et plusieurs côtes dans une manœuvre périlleuse. Sam Davis, qui menait alors une course plutôt calme, se déroute en soutien de Marc Guillemot, qui veillera sur lui durant d'interminables heures jusqu'à l'arrivée des secours, et qui bénéficiera de compensation pour son implication dans le sauvetage. Generali est perdu alors que les 2 marins reprennent leur course, même si, il faut se l'avouer, c'est compliqué d'avoir la tête à la compétition après une telle situation de crise. Seuls Jean Le Cam et Roland Jourdain parviennent à suivre Michdej, et au Cap Horn, la course est presque déjà jouée lorsque Jean Le Cam chavire et doit abandonner. Vincent Rioux, qui a sauvé le roi Jean mais gravement endommagé l'un de ses outrieurs en s'empalant sur le restant de la quille de VM Matériaux, démate le lendemain alors que Roland Jourdain est affaibli suite à un choc avec une baleine. Dans le siège d'Armel Lecléache et de Brit Air, Sam Davis et son Roxy possèdent une légère avance sur Marc Guillemot et se classent alors en 4ème position. Un classement qui évoluera une dernière fois lorsque Roland Jourdain, décidément pas épargné par les éléments, perd le bulbe de sa quille.
alors que Michel Desjoyaux s'offre une victoire aussi irrationnelle qu'incontestable au Sables d'Olonne. Sam Davis est la troisième à couper la ligne d'arrivée le 14 février 2009, après 95 jours, 4 heures, 39 minutes et 1 seconde de course, soit 11 jours de plus que Foncia et 6 de plus que Brit Air. Néanmoins, sa troisième place n'est pas assurée. Elle doit attendre le résultat de Marc Guillemot, en approche des Sables d'Olonne, lui aussi, pour connaître son résultat final. Le skipper de Safran franchit la ligne d'arrivée 2 jours après Roxy et prend ainsi la troisième place du classement à Sam Davis pour seulement 1 heure et 20 minutes. Mais qu'importe, depuis la fantastique performance d'Hélène MacArthur, aucune femme ne s'était classée aussi haut sur un Vendée Globe. Samantha Davis déjoue tous les pronostics et montre que son bateau, qui a désormais 8 ans, a toujours de la réserve. Une fantastique épopée qu'elle souhaite rééditer en 2012. Si l'édition de 2008 du Vendée Globe vous intéresse plus particulièrement, sachez qu'on y a consacré une vidéo. Néanmoins, et à la surprise générale suite à la superbe performance de Sam Davis lors du Vendée Globe 2008, Roxy décide en cette année 2009 d'arrêter son activité dans la voile. Ainsi, la skipper est priée d'aller voir ailleurs et 4 ans après son rachat, le bateau est de nouveau à vendre. Plusieurs acquéreurs sont aux prises pour l'obtenir et c'est finalement un groupe polonais de distribution de fruits et légumes qui rachète le bateau et qui le confie au duo Krzysztof Owczarek et Armand Coursaudon en vue de prendre part à la Barcelona World Race 2010-2011, un tour du monde sans escale et sans assistance en double, ayant pour point de départ et d'arrivée Barcelone. Et le monde ne le sait pas encore, mais c'est une véritable descente aux enfers qui attend ce magnifique bateau. Rebaptisé Fruit, en l'hommage évidemment au groupe qui l'a racheté, le navire n'est pas autorisé à s'aligner au départ, ne respectant pas les normes de sécurité de la classe IMOCA. Effectivement, le bateau possède un moteur ayant une puissance inférieure à celle minimale requise sur un monocoque de 60 pieds, ce qui compromet la sécurité de la machine mais aussi et surtout du duo du marin à son bord. De plus, le bateau n'a toujours pas rallié Barcelone à la date limite du 17 décembre, soit 14 jours avant le départ. Ainsi, la classe IMOCA confirme sa décision, Fruit restera à quai, non autorisé à prendre le départ de la Barcelona World Race 2010-2011. Dès lors, le projet sportif du groupe polonais n'a plus vraiment de sens. Il pourrait remettre en place le bateau sur le marché, mais non, il décide de le conserver et de l'amarrer à Brest, au port du château. Et depuis 2010, plus rien. Le bateau, en plus d'avoir disparu des radars de la course au large, croupit dans le port de Brest. Méconnaissable, le seul bateau double vainqueur du Vendée Globe est même saisi en 2013 pour des impayés du propriétaire concernant sa place de ponton. La justice menace de mettre le bateau aux enchères, mais ce ne sera pas le cas, le propriétaire réglant ses frais de ponton qu'il n'avait pas payés. Depuis, il paye une fortune tous les ans pour un bateau qu'il n'entretient pas et dont il ne se sert pas. Difficile de deviner que sous cet habit de misère se cache le plus grand de tous les IMOCA. Et pourtant, le groupe polonais refuse toute tentative de rachat de skipper, notamment français, et c'est non négociable, il souhaite conserver le bateau. Son état se dégrade d'année en année, PRB3 prend l'eau, la coque est trouée et aujourd'hui, celui qui faisait rêver tout le monde autrefois est dans un état de presque épave. Anne Liardet, l'ancienne skipper de Roxy, fond en larmes lorsqu'elle revoit son ancien navire dans cet état sur les pontons de Brest. « Quel gâchis! Je suis écœurée !» affirme-t-elle, très émue, se prenant la tête entre les mains. Les Polonais n'ont jamais voulu le lâcher. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce bateau. En plus, il leur coûte de l'argent puisqu'ils payent la place au port. Il y a des endroits où il a pris la flotte, c'est sûr, se désolent-elles. Il n'est plus navigable, la quille est fichue. Il faudrait qu'un milliardaire le rachète pour le remettre en norme. Rien que la quille, c'est au moins 250 000 €. Et puis, il faut tout changer, tout. Les voiles, le gréement, l'électronique, etc. Il est en train de partir en sucette, réalise-t-il en faisant
Un bref état des lieux de l'extérieur. C'était un super bateau, super bien construit. J'aurais volontiers refait le Vendée Globe avec en 2012. La rancœur et la colère se ressentent dans la voix d'Anne Liardet, qui avait notamment pris part en 2005 à la Transat Jacques Vabre avec Miranda Meron. Avec Miranda, on s'était éclaté dessus sur la Transat Jacques Vabre. Pourquoi ils ne le vendent pas? Pourquoi ils ne l'ont pas vendu? Termine l'ancienne skipper, elle qui avait essayé de racheter le bateau en 2012 lorsqu'elle était venue s'amarrer à Brest. En vain, et comme pour tous les marins ayant essayé de le racheter, Anne Liardet a lâché l'affaire et s'est depuis tournée vers un mini 650. Même son de cloche chez Gildas Morvan, skipper brestois qui avait essayé de racheter le bateau mais qui s'était confronté au même problème que Liardet. J'ai essayé de contacter le propriétaire, dit-il, mais impossible de négocier avec lui. J'ai laissé tomber. On voit qu'il est un peu enfoncé sur les côtés, il prend l'eau de partout. Je crois qu'il y a du boulot au niveau du moteur. Pour le remettre en état, il y aura beaucoup de frais à faire dessus. Je pense qu'il a bien dépassé maintenant en termes de performance, constate Gildas Morvan, mais ça fait pitié de le voir finir comme ça sans que personne ne s'en occupe. Quel destin funeste pour un bateau qui a tant fait rêver les passionnés de voile ou même simplement les téléspectateurs et les spectateurs de voile lors de ses navigations sous les couleurs de PRB puis de Roxy. Aujourd'hui, croupissant dans un état de presque épave dans la région de la voile par excellence. On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra du bateau dans les années à venir, mais quelle tristesse de le voir dans cet état quand on sait ce qu'il a accompli depuis son lancement. Néanmoins, faible éclaircie dans un ciel bien sombre, les propriétaires polonais se sont enfin résignés à mettre le bateau à vendre l'année dernière. Reste à savoir à quel prix et si les propriétaires sont plus souples et moins catégoriques que pour Gildas Morvan et Anne Liardet il y a une dizaine d'années. Le bateau PRB3, plus qu'un bateau, c'est une légende à lui seul. Il a cumulé entre 2000 et 2010 un palmarès et une expérience exceptionnelle, avec des performances sur quasiment toutes les courses auxquelles il a pris part et surtout le Vendée Globe, où il est le seul à avoir remporté 2 éditions, qui plus est d'affilée. Le team PRB avait vu juste, parvenant à trouver la parfaite symbiose entre sécurité et performance pour devenir un bateau sûr capable de remporter toutes les courses auxquelles il participe. La fin funeste qu'il connaît fait tache au milieu des exploits qu'il a réalisés. Espérons néanmoins que cette période en enfer prendra fin pour qu'on puisse enfin le reconnaître à sa juste valeur. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Gothic, ciao ciao, bye. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Walk by. There goes a sight from my soul.